Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Bon allez, aujourd'hui on en remet une couche avec la série du sang et des larmes et on va parler des stages de bushcraft. Oh putain, là sérieux, fallait que j'en parle. Sans déconner les gars, je vous aime bien, mais des stages de bushcraft. Sérieusement, j'en connais des gars qui vendent des stages de bushcraft. Et dans le lot, il y en a des biens en plus, hein, que j'apprécie, humainement parlant, je les trouve vraiment super bien. Si, je vous jure. Mais la vache, vous m'aidez pas là. Hein. Vendre des connaissances qui sont transmises gratuitement par les anciens, les réseaux sociaux, les forums internet et tout, fallait oser quand même. Alors vous allez me dire, ouais mais commence pas, de la demande pour les stages de bushcraft, il y en a, et puis bon c'est quand même normal que les gens veuillent faire de leur passion leur métier. Bien évidemment qu'il y a de la demande pour les stages de bushcraft, d'ailleurs c'est exactement ce dont je parlais dans la vidéo précédente. Le phénomène de mode crée de la demande, rien de plus normal. Automatiquement il se construit tout un business autour de la demande. Mais la question n'est pas de savoir si c'est normal, puisque ça l'est évidemment. La question c'est, est-ce que c'est ce que je recherche? Est-ce que je suis un bobo des villes qui cherche un petit week-end original à faire dans les bois? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui a envie de tester le bushcraft, mais sur une vision à plus long terme? On va être clair dès le début, si vous avez envie de faire un stage de bushcraft, allez-y. Il y a des gens très bien dans le milieu, très compétents, très sympathiques, qui vous feront passer un moment excellent. Par contre, pour moi, il y a une chose à vérifier pour bien choisir son stage de bushcraft. Petit aparté d'ailleurs pour certains vendeurs de stages, faut arrêter de dire à tout bout de champ « je suis moniteur de bushcraft ». Alors remettons les choses en perspective immédiatement. Il n'y a pas à l'heure actuelle en France de diplôme moniteur de bushcraft. Ok? On ne vient pas se déclarer docteur quand on n'a pas de doctorat. Donc ne venez pas vous autoproclamer formateur quand vous n'avez absolument aucune notion de ce qu'est la formation. Bon, bien évidemment, on est d'accord, d'autres diplômes existent et vous permettront de devenir un moniteur de bushcraft. Vous avez par exemple les accompagnateurs pour la randonnée ou les accompagnateurs de montagne. En complément, il est tout de même très intéressant d'avoir un diplôme en secourisme, un diplôme d'encadrement quelconque, mais on n'est pas moniteur de bushcraft parce qu'on le décide, il y a des lois et des règles à respecter. Donc, premier point à vérifier pour les gens qui s'intéresseraient à un stage de bushcraft, les diplômes. Si le gars qui vous embarque vous dit « ça fait 10 ans que je fais du bushcraft, donc je suis légitime », vous pouvez tout de suite lui répondre « non ». Absolument pas. J'ai conduit un tracteur pendant toute mon adolescence, c'est pas pour autant que j'ai pas dû passer mon permis. Que le bonhomme qui pratique depuis longtemps ait des compétences, ça, bien évidemment, ça ne fait aucun doute. Mais le domaine de l'enseignement nécessite également de savoir faire passer ses connaissances. Le plus grand intellectuel n'est pas forcément le meilleur professeur. J'ai bossé dans l'éducation nationale et je peux vous dire que le plus gros du boulot, ce n'est pas de savoir. C'est de savoir faire aux autres. Donc pour moi, si le gars n'a pas de diplôme, passez votre chemin. Il est certainement très sympathique et compétent dans le domaine du bushcraft, mais n'a aucune légitimité. Ensuite, il existe également des stages familiaux ou pour les enfants. Étant moi-même papa, vous vous doutez bien que je ne peux pas laisser passer ce sujet. Et là aussi, il existe des diplômes qui sont spécifiques à l'encadrement des enfants. Vous avez par exemple le BAFA ou le BPJEPS. En tant que père, tu ne me verras jamais confier mes pondinos à un gars qui n'a pas au moins l'un de ces deux diplômes. Jamais. D'une manière générale, méfiez-vous des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ou pas vraiment. Exemple, un gars qui se fait passer pour un ancien militaire. Bon, déjà, ancien mon gars, si t'as moins de 40 ans, ça passe mal. Ancien, c'est un terme qui sous-entend d'avoir beaucoup d'expérience.
Moi, par exemple, je suis pas un ancien prof. J'ai fait partie de l'éducation nationale pendant 1 an. J'ai plus de 40 ans. Mais c'est pas une expérience qui me donne une légitimité pour aujourd'hui donner des cours particuliers. Ah, et désolé, être réserviste, c'est pas être ancien militaire. Alors attention, hein, j'ai un immense respect pour les militaires français et ceux qui ont décidé de s'engager dans la réserve. Là n'est absolument pas la question. Mais il faut bien être conscient du fait que la réserve, c'est quelques dizaines de jours d'activité par an. Et encore, là je vous parle de la réserve active et non pas de la réserve civile. Et l'émission des réservistes, c'est pas au feu, hein. Au mieux, t'en auras un qui aura fait une patrouille dans une gare pour Vigipirate. Bref, moi, un gars qui me gonfle son CV, j'y peux rien, ça m'inspire pas confiance. Bon, pourquoi j'insiste lourdement sur le côté légal du truc, sachant qu'à la base, je suis pas un grand fan des règles. Tout simplement parce que le bushcraft est une horreur d'un point de vue législatif, et que les formateurs ne sont absolument pas dispensés de la loi. Par exemple, le transport de couteaux, l'interdiction d'un feu à moins de 200 mètres d'une forêt en France, le respect de la propriété privée, et j'en passe. Quand vous serez contrôlé autour d'un feu par un agent ONF, à votre avis, qui va payer les 135 € d'amende ? Outre que le côté légal, je tiens quand même à rappeler que le bushcraft n'est pas une pratique sans risque. Donc oui, ça arrive que ça se passe mal. On passera sur le cas extrême du stagiaire mort en août 2020, mais oui, les accidents, ça arrive. Dans notre milieu, nous sommes exposés au risque de coupures, brûlures et fractures. Bref, que des joyeusetés. Le fait d'être encadré par un formateur autoproclamé ne vous couvre pour aucun de ces problèmes. Un vrai formateur, dans tous les cas, il aura une responsabilité civile professionnelle, mais c'est la base de la base. En cas de pépin nécessitant l'intervention de secours, je peux vous dire qu'un pseudo-formateur aura de très gros soucis à se faire pour son avenir, que ce soit professionnel ou personnel. Si vous voulez un autre indice de sérieux, je vous conseille de vous pencher sur le lieu des stages. On va partir du principe que de toute façon, un stage qui se fait sur un lieu public a été organisé par une mairie, une MJC ou une structure du genre. Donc, les côtés légaux ont obligatoirement été vérifiés avant le dit stage. Par contre, les stages se déroulant sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire sont tout ce qui est à plus illégaux. Et pourtant, j'en connais beaucoup qui se déroulent dans ce genre de conditions. Soit parce que le propriétaire est une grosse société et que de toute façon il n'autoriserait jamais un stage à se dérouler sur leur propriété, soit parce que c'est tellement plus simple de pratiquer le pas vu pas pris. Autant je le comprends pour une pratique individuelle et personnelle, autant pour un stage de bushcraft encadré par un professionnel, c'est absolument pas admissible. Il faut savoir que les proprios comme moi de parcelles forestières ont obligatoirement une assurance responsabilité civile forestière, parce qu'on est responsable des accidents qui pourraient se dérouler sur notre propriété, même si des gens y sont entrés sans notre autorisation. Je vous garantis qu'un stage se déroulant chez un propriétaire sans son accord, et où il y a un accident, le propriétaire aurait très vite fait de se retourner contre l'organisation du stage, surtout quand on connaît les conséquences. Alors heureusement, tu as des formateurs, tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec de vraies compétences, de vrais diplômes et un vrai cadre légal. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont avancer comme argument pour te vendre un de leurs stages ? Alors déjà, le fait que tu apprendras plein de choses. Et encore heureux, hein. Il manquerait plus que tu payes juste pour te balader dans la forêt. Remarque, il y en a qui font bien payer pour faire des câlins aux arbres, donc plus rien ne m'étonne. D'ailleurs, si un vendeur de stage en sylvothérapie s'est perdu sur la vidéo, je te signale que toi aussi, tu n'as pas le droit de rentrer sur les propriétés privées, même si c'est pour faire des câlins aux arbres aux gens. Bref, j'ai vu des stages entre 30 et 120 € la journée. Je suis persuadé qu'avec l'engouement qui se développe autour du bushcraft, on verra des tarifs plus élevés, mais restons sur les tarifs que j'ai vus à l'heure actuelle. Franchement, à 30 €, lorsque le repas et le matériel sont fournis, je trouve ça très raisonnable. Je dirais même que c'est de la passion pure, parce que à ce prix-là, le formateur peut pas se dégager de bénéfices, ou alors vraiment très peu. À 120 €, comment dire ?
Pour peu que le gars fasse des groupes de 8 à 10 personnes, ben, à la fin du stage, il doit tranquillement rentrer dans sa villa pour se faire un petit jacuzzi. Donc on va être très clair, on peut apprendre par ses propres moyens tout ce que vous verrez dans un stage. Et ce, parfaitement gratuitement. Les formateurs te diront que le bushcraft, ce n'est pas que te balader en forêt, allumer un feu au fire steel et manger ta petite soupe d'ortie. Et bien évidemment, ils auront raison. Le bushcraft intègre des pratiques aussi diverses et variées que la connaissance de la flore, la vannerie, la poterie, la sculpture. Toutes ces techniques sont tout à fait apprenables par vos propres moyens ou via des supports gratuits. Par contre, c'est vrai qu'une formation théorique ne sera jamais aussi efficace que la pratique. Vous apprendrez beaucoup plus facilement en allant cueillir les champignons avec le papy du coin plutôt qu'en achetant un guide mycologique. Bien que les deux soient tout à fait complémentaires. Bon, après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment, si le but c'est de devenir naturopathe ou un professionnel quelconque, vous devez impérativement suivre des formations dispensées par un professionnel avec un diplôme à la clé. Mais là, on ne parle plus de stage de bushcraft. Qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, les stages. Je dis juste qu'on peut apprendre la même chose sans payer. Évidemment, les vendeurs répondront à ça que l'apprentissage est beaucoup plus rapide lors d'un stage. Mais c'est dans une mesure infime. Dans notre milieu, la connaissance c'est bien. Mais dans tous les cas, il n'y a que la pratique qui fait foi. Il faut répéter les gestes de nombreuses fois. Que vous appreniez à vous servir d'un fire steel dans un stage ou sur une vidéo YouTube, la seule chose qu'il vous faudra, c'est répéter les gestes encore et encore pour les adapter et les maîtriser. Je connaissais le principe du feu par friction à peu près à l'âge de 10 ans. Lorsque je m'y suis essayé, il m'a fallu à peu près 6 mois pour obtenir ma première braise. Ça reste qu'un exemple, mais c'est représentatif. Alors évidemment, le formateur pourra vous montrer comment bien faire. Et s'il s'agit que quelqu'un te prenne par la main pour te montrer quelque chose, évidemment, c'est une question de préférence personnelle et à aucun moment je me permettrai de la juger. Mais si vous êtes capable d'observer une vidéo YouTube ou une autre personne en train de réaliser une action, vous serez capable vous-même de corriger vos gestes. Dans le même ordre d'idée, je sais que certaines personnes ont peur de se lancer seules parce qu'elles pensent que la nature c'est dangereux et que par conséquent, il vaut mieux y aller accompagné d'un pro. Alors non. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir conscience que vous n'êtes plus dans votre canapé et que le milieu naturel présente certains dangers. Le fait que vous sachiez que le milieu naturel implique d'être vigilant indique déjà que vous n'avez besoin de personne. Un formateur peut vous apprendre à vous servir d'un couteau, mais pas le tenir à votre place. Si vous avez conscience qu'un couteau c'est dangereux, vous serez vigilant à l'utiliser de la façon la plus sécurisée possible. Ensuite, la forêt française n'a absolument rien d'hostile. Je sais que sur YouTube, certains aiment bien faire dans le sensationnel, mais je vous assure qu'en France, vous ne risquez pas de vous faire bouffer par un ours, une meute de loups, ou mourir de froid en moins de 10 minutes. Quoique, si tu as décidé de dormir en plein hiver, dehors, en maillot de bain, en t'étant tartiné de rillettes, c'est pas impossible. Mais bon, comme je l'ai déjà dit précédemment, je suis pour la sélection naturelle. Bon, là encore, c'est une question de préférence personnelle. Non, pas les rillettes, je parle du fait de ne pas vouloir être seul. Je conçois tout à fait que le fait d'être accompagné par quelqu'un, ça puisse être rassurant, surtout quand c'est un professionnel. D'un point de vue purement relationnel, c'est vrai en plus que ça peut être aussi sympa de pratiquer en groupe. Chacun va avoir une façon qu'il préfère, en solo, en groupe, en couple. Personnellement, moi j'adore diversifier mes sorties et j'ai pas de préférence. Par contre, il faut garder à l'esprit que dans le cadre d'une formation, le formateur ne peut pas se dédoubler. Plus le groupe sera important, moins il aura le temps à vous accorder. Quand une personne me dit qu'elle aimerait bien essayer le bushcraft et que pour elle le but c'est d'apprendre des choses, j'y vais seul avec elle. Et gratuitement, ça va sans dire. Pas en groupe de 4 ou 5 où là je sais qu'immanquablement ça se finira en discussion autour du feu. Certains stagiaires potentiels vont aussi rechercher un retour d'expérience sur du matériel en vue de l'acheter. Attention à ce niveau-là, bien que certains peuvent te faire un retour objectif du matériel qu'ils utilisent, certains pourront surtout en profiter pour te faire un bon gros placement de produit du fournisseur qui leur a donné la totalité du matos nécessaire à la réalisation de leur stage. Partez du principe que si un gars expérimenté utilise du matos tout neuf et vous dit que c'est le meilleur du monde, il y a un loup.
Si le gars a du matos qui visuellement a du vécu, genre un couteau qui a été aiguisé des centaines et des centaines de fois, là vous pouvez commencer à avoir confiance. D'ailleurs pour le matériel, il est possible d'avoir un avis sur le net sur pratiquement n'importe quoi. Le côté intéressant également, c'est que le panel est généralement assez élevé. Quand 100 personnes te disent qu'un produit est bon, généralement on peut s'y fier. Bon, je suis d'accord que le phénomène de mode touche aussi le matériel, donc c'est pas infaillible. Après, il faut garder à l'esprit que le bushcraft, ce n'est pas la course au matériel, bien au contraire. Là, on n'est pas du tout dans la mode de la survie. Pour les plus virulents détracteurs des stages de bushcraft, l'argument qui sera immanquablement avancé, ce sera tout simplement que les stages, c'est contre l'esprit du bushcraft. Le bushcraft, c'est du partage de connaissances, de compétences, mais c'est aussi retrouver notre enfance. Pour les gens qui ont eu la chance de grandir comme moi à la campagne, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, je faisais déjà exactement la même chose, sauf que ça n'avait pas de nom. On fait du feu, on taille un bout de bois avec un couteau, on fait des cabanes. Pour moi, on est très clairement dans du scoutisme pour adultes. Mais, on est d'accord, tout le monde a sa propre façon de pratiquer le bushcraft. On retrouve dans tous les cas cette envie de se débrouiller dans la forêt, d'être autonome et surtout de passer un bon moment. Le bushcraft, c'est la vie dans les bois, pas la survie. Je ne parle donc pas ici de stages de survie où des compétences techniques sont nécessaires. Ces techniques doivent être enseignées par des professionnels, comme par exemple pour le secourisme. Encore une fois, je sais que certains professionnels vendent des stages de qualité, ont des réelles compétences techniques, officieront dans la plus stricte légalité et de surcroît vous font passer un excellent moment. Mais à titre personnel, je trouve que payer pour la simplicité du bushcraft, c'est complètement antinomique. Pourquoi payer pour faire ce que les enfants font depuis des centaines d'années, et ce, gratuitement? J'avoue que ça me dépasse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou pas, et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.